Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements, diminuer vos blessures et découvrir les secrets de sportifs, athlètes et pratiquants de musculation remarquables. Ici, on y parle entraînement, performance, blessures, nutrition, motivation, chaque fois avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerolle et je suis ostéopathe. Je travaille actuellement à Montréal, au Canada. Et avant de venir au Canada, j'ai effectué mes études d'ostéo en France. C'est pendant ces études que j'ai rencontré donc mon invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Thomas Desroux. On a fait notre cursus pour devenir ostéopathe donc dans la même école et également dans la même promotion. Alors j'ai trouvé intéressant de l'avoir sur ce podcast car juste après être sorti diplômé de l'école d'ostéo, Thomas il a directement enchaîné avec une formation universitaire en ostéopathie du sport. Et également, plus récemment, il s'est pris de passion pour le crossfit, qui est un sport que de mon côté je connais assez mal. Alors ça m'a permis de lui poser peut-être 2-3 petites questions, mais je compte à l'avenir de toute façon faire un épisode consacré entièrement au crossfit. J'étais aussi curieux de connaître ce qu'il avait appris pendant sa formation d'ostéopathie du sport, qu'est-ce qu'il en a retiré, et surtout par rapport à la formation initiale qu'on avait faite nous, d'ostéo classique. De manière un peu plus égoïste, ça m'a aussi permis de passer un moment au téléphone avec lui, car on s'était un petit peu perdu de vue depuis qu'on avait terminé les études. De cette manière, on a pu discuter donc de son parcours, depuis qu'on a été diplômés tous les deux. Donc c'est qu'il en est rendu aujourd'hui avec toutes ses connaissances et comment il les applique au quotidien. C'est intéressant parce qu'on a pu revenir sur quelques anecdotes marrantes du passé, quand on était en cours ensemble. 2-3 choses qui nous font rire en tout cas aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va vous faire rire à vous, mais nous, ça nous a plutôt fait plaisir de se rappeler le bon vieux temps, comme on dit. Alors, petit avertissement avant de vous lâcher sur cet épisode, on a pas mal parlé par exemple de structurel, de douleurs dites mécaniques, de douleurs de blessures de sport par exemple. On n'a pas parlé du tout d'énergie, de viscéral, de crânien, qui sont des notions que les thérapeutes vont connaître, et spécialement les ostéopathes, tout simplement parce que c'était pas l'objet du podcast d'aujourd'hui. Cet épisode, il n'est pas consacré à l'exercice de l'ostéopathie en général et à toutes ses caractéristiques. Ça, je pourrais faire un podcast plus tard, un podcast entier dédié à l'ostéopathie par exemple, mais à ce moment-là, j'essaierai peut-être d'avoir quelqu'un sur le podcast, un ostéopathe qui pratique un peu différemment de ce que je fais, qui a une approche peut-être un peu moins mécanique, un peu moins dirigée vers les sportifs, histoire d'avoir quelque chose de plus complet à vous proposer et vous dire à quoi consiste exactement l'ostéopathie, et ça, il y aurait pas mal de choses à dire. Pour revenir donc à notre épisode d'aujourd'hui et à Thomas, alors on va voir ce qui est enseigné dans la formation ostéopathie du sport. Moi, j'avais 2-3 interrogations par rapport à ça. Il va nous donner les 4 premiers gestes qu'il effectue et qu'il a appris lors de cette formation, justement, lors d'une déchirure musculaire. J'ai aussi demandé à Thomas qu'est-ce qu'il reprochait le plus à la formation d'ostéopathie qu'on avait passée, quel est son feedback par rapport à notre cursus, qu'est-ce qu'il aurait aimé avoir différemment. Thomas va nous partager son outil qu'il nous recommande fortement, notamment pour venir à bout des tensions musculaires. La question qui suit, je sais que beaucoup d'entre vous se la posent, c'est faut-il s'étirer avant l'entraînement, juste après l'entraînement ou quelques heures après en fait. Et il va nous donner sa réponse. Comme je le disais au début, on va revenir sur une petite anecdote personnelle qu'on a vécue pendant les études qui va vous permettre de savoir comment devenir un Dr House et de trouver tous les diagnostics des patients. Et évidemment, on va revenir sur la journée type d'un ostéopathe du sport à Tahiti, puisque c'est quand même l'objet de cet épisode. Alors ça peut vous surprendre, vous allez voir, il va nous dire un petit peu comment ça se passe, quel est son quotidien et comment il évolue dans cette sphère de la santé et du sport. Je vous rappelle que vous pouvez mettre une petite évaluation sur Apple Podcast de 5 étoiles et également me laisser un commentaire sur cette application. Ça me fait extrêmement plaisir, c'est la meilleure façon de me soutenir en fait, de me dire que vous appréciez les épisodes pour que je puisse en faire plus, avoir de plus en plus d'invités, parce que je vois qu'on est de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. J'en fais partie également bien sûr puisque je fais le montage des épisodes. C'est assez pénible de s'entendre parler pendant plusieurs heures et de parfois devoir refaire des introductions comme celle-ci qui finissent par être un petit peu longues. Bref, tout ça pour vous dire que si vous aimez le podcast, mettez-moi une évaluation sur iTunes, écrivez-moi un commentaire et en même temps, c'est ce qui permet de mieux référencer ce podcast pour aider des sportifs ou des personnes qui sont soucieux de leur santé à découvrir ce podcast.
Une dernière chose, vous pouvez vous inscrire à la lettre biomécanique. Je laisserai le lien dans la description, dans les notes de l'épisode, que vous soyez sur Apple Podcast, sur n'importe quelle application de podcast ou même sur YouTube. Vous trouverez le lien qui est biomécaniquepodcast.com/lettre. C'est la lettre biomécanique. Vous vous inscrivez. À chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort, vous le recevez directement dans votre boîte mail. Et j'ai pour l'habitude d'écrire un petit texte qui va avec des informations complémentaires. Voilà, si vous voulez rejoindre la lettre biomécanique, c'est le lien en description. Tout de suite, je lance l'entrevue avec Thomas Desroux, ostéopathe du sport à Tahiti, et quant à nous, on se retrouve en fin d'épisode. Salut Thomas, et puis bienvenue sur le podcast. Salut Jérôme. J'ai une petite question pour toi. La première, c'est pas forcément la plus simple. Est-ce que tu te souviens ce qui t'avait donné envie de devenir ostéopathe ? Alors là, j'ai fait en fait 2 années de médecine à Tahiti, à l'UNIF, en sortant du bac. Je voulais être kiné. Et la première année, j'ai rien foutu. J'ai pas bossé. Et la deuxième année, je me suis mis à bosser et j'ai eu sage-femme. J'ai pas voulu faire sage-femme. Je me suis dit, c'est quoi la deuxième possibilité? Je me suis dit, hop, ostéopathe en France. Et boum, quoi. Ça ressemblait un peu à kiné. Et pourquoi pas? Et c'est parti. Je suis parti en école privée avec toi à Bordeaux, quoi. Et est-ce que tu savais ce que c'était l'ostéopathie avant? Tu avais fait quelques recherches quand même? Ou t'es parti un peu en mode ça a l'air de me plaire et puis on verra? Ouais, pas du tout. Je savais pas du tout ce que c'était, quoi. J'ai vu, voilà, il disait ostéopathe, kiné, chiro, ça se ressemblait, enfin, il y avait des similitudes. C'est là, bon, bah, allez, en plus, tous ceux de Tahiti qui étaient à l'UNIF, qui réussissaient médecine, ils allaient à Bordeaux. Donc, j'avais pas mal de potes. Je me suis dit, bon, allez, je serai pas tout seul au moins à Bordeaux. Et j'ai passé le test sur Internet, là, qui demandait, et j'ai validé, et je suis parti à Bordeaux, quoi. Et comment t'as vécu tes études, toi? C'est un truc que j'entends pas mal, surtout sur les ostéopathes et pas mal de thérapeutes. D'une manière générale, c'est qu'il y a une espèce de révélation pendant les premières années, tu sais, où tu comprends quelque chose, t'as ta vision de l'être humain ou quoi, comme un déclic. Est-ce que t'as eu quelque chose comme ça, toi, pendant tes études? Bah, les premières années, il y avait beaucoup de théorie, donc pas trop, mais surtout voilà, vers la 3e année où on fait beaucoup de pratiques, où on commence à avoir des vrais patients, on commence à les manipuler. Ça, ouais, ça c'était cool, quoi. J'ai bien aimé, mais les premières années, beaucoup de théorie, quoi. Donc ça m'a rappelé médecine, ça. Surtout les examens de fin d'année, là. Ouais. Si je me souviens bien, à la première année, il y avait je sais pas combien de matières il a fallu qu'on passe. On va pas dire où c'est qu'on a étudié, comme ça, ça restera dans l'anonymat. Même si les gens cherchent bien, ils vont finir par trouver. Mais je me souviens qu'à la première année, il y en avait quand même pas mal qui avaient essayé, en tout cas, de tricher de ce qu'ils pouvaient, parce qu'il y avait tellement de matières à passer que tout le monde se disait c'est impossible de valider. Ouais, il y a plus de 23 matières de théorie. Même moi, j'ai eu 5 rattrapages. 5 matières au rattrapage. Ouais, et puis finalement, aujourd'hui, t'es ostéopathe, t'es à Tahiti. Alors, nous, on s'est côtoyés pendant les études, pendant les 5 ans d'études. Ouais. Et après, finalement, on s'est perdu de vue, puisque moi, je suis rentré, on va dire, dans ma région natale. Toi, par contre, avant de rentrer à Tahiti, t'as décidé de faire une formation en ostéopathie du sport. Exactement. Et pourquoi? Ben, j'avais envie de traiter en fait des sportifs de haut niveau. J'avais envie de suivre une équipe, voilà, des sportifs, quoi. Surtout les sports d'équipe, quoi. Et qu'est-ce que t'as appris dans cette formation-là? Ah, beaucoup de trucs, hein. Franchement, c'était vraiment concret, quoi. C'était test, traitement, direct. Test, traitement, test, traitement, test, traitement, quoi. C'est à l'école, des fois, on passe par plusieurs chemins, voilà. Et là, c'était, tu fais ça pour soigner ça. Tu fais ça pour soigner ça. Donc ça, c'était cool, quoi. Donc c'était vraiment ce qui était différent par rapport à ce que la formation classique t'apprenait. Ouais, voilà. Et même, il y avait d'autres techniques, tu vois, des techniques même de tissu mou pompage, tu vois, de massage un petit peu au niveau des muscles. Tu travailles autour des articulations sur des blessures musculaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, sur le terrain, tu vois, les premiers soins qu'il faut faire, quoi. Donc ça, c'était cool à apprendre ça, quoi. Et est-ce que c'était surtout orienté justement sur les traumatismes sur le terrain, ou est-ce qu'on vous apprenait aussi à traiter la personne qui a eu des blessures, des antécédents, ou alors qui a des douleurs qui sont liées à son sport? Ah non, les deux, quoi. On apprend, voilà, des premières blessures sur le terrain, mais aussi des anciennes blessures de sportifs. On apprend aussi
voilà, sur le matériel sportif, voilà, qui est super important. Donc, c'est les premiers trucs à regarder. Matériel, quoi, du sportif. Les chaussures. Par exemple, quelqu'un qui fait du tennis, la raquette, c'est pas trop lourde, pas trop longue. Il y a plein de choses, quoi. Et ça, c'est pas mal, quoi. Et par exemple, une raquette qui serait trop longue pour un joueur, c'est quel type de problème ça pourrait lui provoquer pour un joueur de tennis? Typique, le tennis elbow, hein. Tendinite au niveau du coude. Ça peut être typique ça, même sur le problème de chaussures, hop, ça peut créer voilà le syndrome de l'essuie-glace au niveau du genou. Ça peut même faire des déchirures musculaires parce que les chaussures sont pas adaptées. Et si quelqu'un se blesse, ou en tout cas les blessures sur le terrain que tu as vues, qu'est-ce qu'il peut faire l'ostéopathe à ce moment-là? Parce que moi je me souviens qu'on nous avait appris, notamment pendant le parcours classique, que quand il y a un traumatisme, généralement le truc c'est de faire du diagnostic différentiel, enfin c'est juste de s'assurer qu'il y a rien de cassé. Exactement ça, voilà, exactement ça. Et après, on va faire les 4 premiers soins. C'était compression, tu comprimes la blessure, c'est musculaire, tu mets de la glace, tu reposes et tu surélèves la jambe, quoi. C'est les 4 premiers gestes à faire s'il y a un problème musculaire, un claquage, une contracture, une élongation, c'est les premiers gestes à faire. Après, sur les entorses, des trucs comme ça, voilà, on va strapper la cheville et on va le mettre sur le côté. Après, il peut jouer si elle est pas trop grave. Et normalement, voilà, il arrête de jouer. Pourquoi tu comprimes s'il y a un problème musculaire? Pour réduire l'hématome. Réduire l'hématome. Pour pas qu'il se diffuse un petit peu, quoi. C'est la glace pour l'inflammation, surélever la jambe pour éviter que l'hématome descende, et repos, pour éviter que la douleur, le problème s'accentue. Et tu as surélevé la jambe, tu t'as dit que c'était pour Pas que l'hématome descende, en fait. Parce que souvent, quand tu as un claquage, tu te mets debout, tu vas avoir une douleur en haut de la cuisse, et l'hématome, il va être en bas de la cuisse. C'est-à-dire que le sang a coulé, en fait, avec la gravité. Ok, mais ce qui est un petit peu insidieux, c'est que c'est pas obligatoire, hein. Tu peux te faire un claquage. Corrige-moi si je me trompe. Tu peux te faire un claquage ou une petite déchirure sans forcément qu'il y ait un hématome qui suit derrière. Ah oui, complètement, complètement, quoi. C'est pour ça dépend de la déchirure où elle se met. D'ailleurs, moi, j'ai une déchirure musculaire au niveau du quadri là au football. J'ai été faire l'échographie, tout. Il m'a dit que j'avais une déchirure, voilà, de 8 cm au niveau du quadri, du droit fémoral, et j'ai pas d'hématome du tout. Mon cousin, une semaine après, il s'est fait une déchirure des ischios et il a eu un gros hématome derrière la cuisse, quoi. Tu t'es fait ça sur le moment où t'as amené la jambe en arrière pour tirer? Non, c'est jambe à l'avant. 2 minutes de jeu, hop, tir et claquage. J'ai senti le claque, je suis tombé. Ok, fini. On reviendra après sur ça, sur les blessures que tu as pu, toi, expérimenter. Mais juste une question que je me pose, parce que je me la suis souvent posée, là, surtout on va dire ces 2 dernières années, c'est tu penses que tu te sers à peu près de combien de pourcentage de connaissances sur tout ce que tu as appris entre la formation initiale, hein, d'ostéopathe et la formation d'ostéopathe du sport? Combien tu penses qu'aujourd'hui, tu te sers en termes de pourcentage de ces connaissances au quotidien? Connaissances théoriques et pratiques ou que pratiques? Comme tu veux, les deux. Que théorique, j'utilise beaucoup pour les diagdifs, quoi. Parce qu'il y en a pas mal de patients qui viennent avec tous les symptômes, j'essaie d'analyser et je fais des diagdifs, quoi. Donc ça, c'est pratiquement 70% de la théorie. Et par contre, au niveau pratique, j'utilise 30% de tout ce qu'on m'a appris, quoi. Et tu dis que les gens ils viennent vers toi et que tu dois faire des diagdifs. Comment ça se passe? On y reviendra après évidemment, hein, sur comment tu travailles toi à Tahiti, mais est-ce que là-bas les gens ils vont te voir directement, ils passent pas nécessairement par le médecin le médecin de famille ou le médecin classique, ou alors il y a quand même un schéma, le schéma à la française qui est respecté, et les gens ils vont d'abord chez le médecin? Non, à Tahiti, ils viennent directement te voir, et c'est pas encore très bien reconnu à Tahiti. Il y a beaucoup de Tahitiens qui viennent et je leur dis « Ah, mais première fois chez un ostéopathe, oui. » Je dis « Pourquoi ?» Ils me disent « Ah, on sait pas trop ce que c'est. On nous a dit qu'il fallait venir vous voir. » Je dis « Ah, ok. » Je leur explique un petit peu ce que c'est, je leur fais une séance. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Tahitiens qui connaissent pas l'ostéopathie, en fait. Et tu leur dis quoi toi, à ce moment-là? Ce que c'est l'ostéopathie?
Ouais, comment tu leur expliques? Parce qu'on a vraiment tous une définition différente. Comment tu Ouais, leur expliques? Ou alors tu laisses juste, tu fais et en fait ils comprennent au fur et à mesure. non, je vais leur dire que voilà, s'il y a une douleur d'épaule, ça peut être plusieurs trucs, ça peut être articulaire, musculaire, ligamentaire, et je leur dis, bah voilà, on va regarder tout ce qu'il y a dans la zone, et on va essayer de trouver, voilà, la structure qui est lésée. Voilà, on va voir un petit peu le digestif, on va voir un petit peu le crâne, ce qui se passe. Voilà, t'as une douleur au genou, on va aller voir tout ce qu'il y a autour. Et après, ils me demandent, hein, la différence entre l'ostéopathie, le chiro, le kiné. Souvent, hein, ce qu'on me demande aussi. De toute façon, j'ai prévu d'avoir des kinés, d'avoir des chiros dans le podcast pour un petit peu faire le tour de ces différentes professions de santé, en tout cas de ces thérapies, pour essayer de faire le point. Et même pour moi, des fois, c'est vrai que quand un patient, quelqu'un me demande c'est quoi la différence entre vous et alors ici c'est pas les kinés, c'est les physios. En l'occurrence, ostéo, physio, c'est vraiment, on voit vraiment la différence. Mais quelqu'un qui aurait pas vu un ostéo ni un chiro et qui me demanderait c'est quoi la différence entre un ostéo et un chiro, j'ai parfois un petit peu du mal à expliquer. C'est compliqué, mais après, moi, on m'a toujours dit que, après même ce que tu lis, c'est vraiment les chiros, ils sont basés sur la colonne vertébrale. Hein. Ouais, on a tous le même objectif avec des outils différents, mais tu sais, parfois c'est difficile. Nous, dans notre travail au quotidien, on le voit, on voit les différences, on sait ce qu'on fait et on sait ce qu'est l'ostéopathie. Mais des fois, pour un patient, c'est compliqué à voir parce que quand tu lui touches, quand tu lui testes les lombaires, j'imagine quand le chiro lui teste les lombaires, peut-être que lui, il se dit, ils font exactement la même chose en fait. Sauf que, pas avec le même œil, j'imagine, et ça c'est des choses que j'essaierai de pousser dans de prochains épisodes avec justement des chiros, essayer de vraiment comprendre ce qu'ils font. Mais pour le patient, des fois, il peut se dire, en fait, ils regardent la même chose, ils font la même chose, quoi. Tu vois, ils n'ont pas cet œil que nous on a de pro ou un petit peu de pro un petit peu différent. Ouais, c'est clair. Il y avait une chiro, une amie à moi, je devais aller boire un coup avec elle, mais finalement, ça s'est pas fait. Et elle voulait, voilà, voir vraiment ce que c'était l'ostéopathie, et moi, je voulais voir ce que c'était la chiropraxie, quoi. Et alors? Donc ça aurait été sympa. Et elle comprend que, ouais, elle comprend que l'ostéopathie, c'est du vasculaire, et que la chiro, c'est du nerveux, en fait. Nerveux et vasculaire. C'est ça la différence. Et toi, tu es d'accord avec ça? Pas trop, quoi. Parce que nous, on est nerveux, on est vasculaire, on a un peu de tout, quoi. On va travailler un peu sur tout le corps. Tandis qu'elle, c'était que du vasculaire. On va travailler sur les muscles, voilà, sur tout ce qui est vascularisation et tout. Et elle, c'est nerveux, elle va travailler les vertèbres, les nerfs, voilà, s'ils sont bloqués, pour améliorer l'innervation au niveau des membres et tout. Donc, c'est un peu différent, ouais. Différentes approches, quoi. Ouais, puis ce qui complique pas mal les choses, c'est que chaque ostéopathe a son approche également, a sa façon de voir les choses, a sa façon d'observer, de traiter, et puis d'expliquer son métier. Puis je sais pas si c'est la même chose en chiropraxie, ce qui fait que ça rajoute encore plus de caractéristiques. Ouais, ça dépend des écoles, quoi, aussi. Justement, en parlant d'école, on va pas citer où c'est qu'on a fait l'école. Le but, c'est on va pas taper ou faire de la pub pour qui que ce soit. C'est juste, qu'est-ce que tu reprocherais, toi, de particulier à la formation qu'on a passée, formation initiale en ostéo, maintenant que tu es installé ostéopathe, que tu vois des patients, que tu as un feedback sur toutes ces années, est-ce que tu aurais un reproche à faire à la pédagogie ou à l'institut qui nous a formés? Enfin, de manière générale, à l'école de l'ostéopathie. Ça serait qu'on n'ait pas assez vu le nourrisson. Franchement, le nourrisson, on l'a vu en 5e année et on n'a pas vraiment eu de pratique au niveau des nourrissons. Donc ça, c'est vrai que c'est mon point faible, et même je réoriente les nourrissons, quoi, au cabinet. Je fais exactement pareil. Je sais que j'ai pas eu les bases dures, donc je réoriente direct, quoi. Alors, tu vois, je pensais pas que tu allais dire ça, et pourtant je suis entièrement d'accord. Parce que moi-même, je suis le premier à réorienter quand je sais qu'il y a un nourrisson ou un bébé qui veut être reçu, ou en tout cas les parents qui amènent les nourrissons en consultation. Moi, je travaille avec des collègues. C'est eux qui les prennent, quoi. C'est eux qui les prennent. Et alors déjà, j'ai pas d'affinité particulière moi avec les bébés. Bon, ça c'est personnel. Mais en plus de ça, j'ai l'impression d'être parfaitement incompétent. Mais ouais, c'est pour ça. Exactement, quoi. J'en ai eu un, et c'était le premier et le dernier, quoi. La séance, elle a duré 1 heure.
Bon, j'ai fait un bon travail, correct, hein, mais il a pleuré pendant 1 heure, il a fait 3 fois caca, elle lui a donné 3 fois le sein, quoi. J'étais là, bon, première fois et dernière fois. J'imagine que ça t'a marqué. Ça t'a vacciné. Surtout que c'est compliqué. Je sais pas, j'ai l'impression que quand t'as pas eu d'enfant toi-même, c'est dur d'appréhender un nourrisson. Ouais, un nourrisson, ouais. Après, les enfants, ouais, j'en ai à 4 ans, 5 ans, j'en ai, mais nourrisson, quand ils ont 6 mois, c'est compliqué, quoi. C'est vrai que c'est très compliqué. Pour ça, je réoriente direct. Tu penses que c'est ça surtout que tu reprochais, c'est le fait de pas avoir eu assez de cours sur ça. Je suis assez d'accord. Ouais, bon, il y a d'autres reproches aussi, hein, mais bon, si je devais tous les énumérer. Ouais, bah attends, on va y revenir. Juste, tu vois, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont un bébé qui aimerait que leur bébé consulte un ostéopathe, on vous suggère de vous renseigner si cet ostéopathe a fait des formations complémentaires en natalité, en périnatalité. C'est vraiment mieux parce qu'effectivement, dans notre formation, on voit la théorie, on voit pas mal de choses, mais contrairement on va dire aux patients adultes, que nous, on se traite nous-mêmes, en fait, pendant les cours de pratique, on se voit à poil, on s'observe, on se teste, on pratique les techniques, on fait tout. À notre âge, on est adulte, quoi, hein, je veux dire, quand on est dans les études. En revanche, quand il s'agit de cours pratiques sur les bébés, on n'a pas du tout. Ou alors il faudrait que toute la promo et chacun ait un enfant et le ramène, ce qui serait bizarre et ce qui est pas possible, ce qui est pas le cas en général. Donc 1 an, 22 ans, déjà un bébé. ouais, Ça se fait, hein, il y en a, mais il y en a pas assez. Je crois qu'il y a jamais personne qui a ramené son enfant pour que ses collègues de promo testent des techniques dessus. C'est assez mais ouais, non. bah ouais, non plus. Donc voilà, le conseil, ça serait vraiment d'aller regarder dans la biographie de cette personne, quitte à l'appeler, à lui demander s'il a fait des formations en nourrisson, en petite enfance, sur les techniques, etc. Et puis s'il a une affinité par rapport à ça. Ouais, après, il y a des écoles. Là, j'ai un bon collègue ostéopathe qui a fait son école en France aussi. Et lui, il aime bien les nourrissons, tu vois. Son école, elle a bien appris à faire un travail sur les nourrissons au niveau théorique et pratique. Donc, ça, c'est cool. Je réoriente vers lui, tu vois, les nourrissons. Et comment ils ont fait pour la pratique? Ils avaient des nourrissons, quoi. Je sais pas comment, mais ils ont eu des nourrissons, quoi. Et après, bon, il s'est spécialisé aussi dans le nourrisson, mais après son école, il avait des bonnes bases au niveau du nourrisson. Il a fait quand même une formation en plus sur la pédiatrie, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il aime. Ouais, il voulait se spécialiser dans quelque chose. Et voilà, il a bien aimé, quoi. Franchement, ouais, c'est bien passé. Ok, bon, donc si vous avez des enfants, que vous voulez le faire voir par un ostéopathe qui consulte, s'il a des problèmes ou juste pour un bilan, on vous conseille d'appeler directement la personne pour lui demander s'il prend les nourrissons et puis s'il a une qualification spécifique par rapport à ça. C'est mieux. Tu disais tout à l'heure que tu avais plusieurs choses que tu pouvais reprocher à la formation qu'on avait passée. Est-ce qu'il y a 2-3 autres choses qui te sont venues en tête quand je t'ai posé la question? Ouais, c'était que les profs ont pas toujours les mêmes conseils, en fait. Ils peuvent partir complètement à l'opposé, quoi. Ok, est-ce que tu as un exemple Un exemple, par exemple, attends, ouais, sur des techniques d'ostéopathie, en fait, même sur des problèmes d'ostéopathie, il y en a un qui va dire il y a cette dysfonction, en flexion ou en extension, et l'autre qui va dire non, c'est pas possible qu'il y ait de la flexion là-dessus, quoi. Ils se contredisent en fait entre eux. Et ça, quand t'es étudiant, tu sais pas qui croire, quoi, en fait. Comment tu ferais toi par rapport à ça s'il y avait un étudiant là qui te disait ça, comment tu le conseillerais? J'ai appris de moi-même, hein. C'est après les études, tu vas tester, tu vas traiter sur plusieurs patients et tu vas te faire ton propre avis dessus, quoi, en fait. Pour passer un petit peu sur tout ce qui est blessure, sport, donc je sais que tu as commencé le CrossFit. Yes. Ça fait combien de temps maintenant? Là, ça fait 3 ans. Ouais. 3 ans. Bon, j'ai eu pas mal de blessures aussi avec le CrossFit, mais ça va faire 3 ans, quoi.
En tout. Ben, on va y revenir sur ça. Donc en fait, tu as commencé le CrossFit, tu étais déjà ostéopathe. Exactement. Après la 5e année, est-ce que tu penses que ça a eu une différence, toi, dans ta pratique? Quand tu as commencé, tu étais déjà bien plus éveillé aux blessures ou le fait de faire bien les choses? Non, pas du tout. Pas du tout, quoi. J'ai commencé le CrossFit parce qu'un pote m'en avait parlé et ça m'a plu direct, quoi. Parce que c'est intense et ça dure pas longtemps, quoi. Et il y a vraiment tout dedans, quoi. Il y a haltéro, cardio et gym, quoi. C'est ça que j'ai aimé. Mais sinon, ouais, rien à voir avec l'ostéopathie. Est-ce que toi, tu traites les blessures au CrossFit ou tu vois des CrossFitters régulièrement? Ouais, j'ai fait un partenariat avec une salle de CrossFit à Tahiti, CrossFit Pop. Et j'ai pas mal de crossfitters de là-bas et les blessures, c'est épaules, lombalgie et genoux, quoi. C'est les trois motifs principaux, quoi. Ok, c'est intéressant. Et comment tu les traites, toi? Est-ce qu'il y a des questions que tu poses régulièrement? T'as des routines spécifiques par rapport à certaines blessures, en sachant que ça vient du CrossFit? Bah, souvent, les blessures au CrossFit, c'est quand tu privilégies la force à la technique, en fait. Et les Tahitiens, ils aiment bien porter le plus lourd possible, quoi. Donc souvent ça, au bout d'un moment, ça lâche, ça fait soit une petite déchirure, soit une tendinite, soit ça subluxe un petit peu l'épaule, ça revient. Et les lombalgies, voilà, avec les soulevés de terre, ça crée pas mal de petites inflammations au niveau du dos. Donc ça, ouais, je demande direct sur quel mouvement ils ont eu mal, depuis combien de temps ils ont mal, et ce qui sont les mouvements qui sont douloureux et ce qu'ils ont fait pour le soigner, quoi, en gros, ce qui soulage la douleur. Tu arrives à voir maintenant, en fonction de ce qu'il te dit comme exercice effectué, ou en tout cas l'environnement dans lequel il s'est fait, tu arrives à voir ce que ça peut être très rapidement. Ah oui, T'as chopé une bonne expérience par rapport à ça. ouais, direct. Très rapidement, je sais, sur un soulevé de terre lombalgie, tu sais que voilà, il y a une vertèbre voilà, qui a bougé un petit peu, qui s'est mis en rotation ou en flexion, et je vais voir direct la vertèbre en question. Voilà, je manipule le crossfitter et je lui dis voilà, tu mets de la glace, ça va réduire un peu l'inflammation, et 2 ou 3 jours après, c'est bon, c'est plus rien, il a plus rien, quoi. Et par exemple, quelqu'un qui vient te voir sur une douleur d'épaule, on va dire un crossfitter qui fait je sais pas, je connais le crossfit, moi c'est pas trop mon domaine, mais qui ferait par exemple un espèce de développé militaire là où il amènerait la barre au-dessus de la tête en partant des épaules, la partie développée au-dessus de la tête avec la barre. Là à ce moment-là, il se ferait mal à l'épaule. Comment tu organises la consultation par rapport à ça, toi? C'est quoi un développé militaire? Je sais même pas ce que c'est. Nous, on appelle ça un clean and jerk, en fait. Ouais, ben tu vois, il a la barre au niveau des clavicules et en fait, il va l'amener au-dessus des épaules pour. Il est debout? Ouais, il est debout, ouais. Ok, ouais, c'est un jerk. Ok. Ouais, bah, franchement, sur ces ouais, mouvements-là, souvent, là où ils se font mal, c'est en bas du dos. C'est même pas au niveau de l'épaule, quoi. Parce qu'ils emmènent la barre au-dessus de la tête et ils se cambrent tellement, la barre, elle bascule en arrière et ils veulent pas lâcher la barre. Donc, ils sont trop cambrés et ils sont un petit claque au niveau du bas du dos, quoi. Et est-ce que tu as déjà vu, par exemple, un antélestésiste, ce genre de mouvement-là? Parce que s'il cambre trop, tu as toute la pression qui pousse. J'explique un peu pour ceux qui vont pas trop savoir et ceux qui écoutent. Tu as la vertèbre qui va passer un peu vers l'avant, qui va avancer comme ça, qui va glisser. Et ça peut. C'est ce qu'on appelle un antélestésiste. Est-ce que tu as déjà vu ce genre de choses, toi? Jamais encore. Au CrossFit, non, j'en ai jamais vu à cause du CrossFit, hein. Et sur le genou, qu'est-ce que tu remarques? Sur le genou, c'est souvent en fait trop de tension musculaire. En fait, trop de tension musculaire, c'est-à-dire mollet, tu vois, trop contracté, et au niveau de la jambe, les ischio-quadris trop contractés. Donc l'articulation du genou, en fait, ça se resserre un petit peu. Et sur les squats, et voilà, tous les mouvements où tu vas squatter, ben, ils vont entendre des petits craquements au niveau du genou. Donc ça, ils ont un peu peur. Et je leur dis, bien étirer mollet, cuisse, ça va libérer l'articulation du genou, et tu auras plus ces petits craquements, quoi. C'est souvent ça, et il y en a beaucoup qui se font les ménisques à cause de ça, quoi. Ça vient frotter, ça s'inflamme, et ils ont des petites fissures au niveau des ménisques, quoi. Je libère vraiment tout ce qui est musculaire et ligamentaire. Après, je vais déverrouiller la cheville, le genou, voilà, c'est les petites contraintes articulaires, même musculaires. Je vais voir aussi bassin, dos, voilà, tout ce qui est postural, quoi. Tu vois, un autre truc aussi dont je m'intéresse un peu depuis quelques jours là, que j'ai vu récemment, c'est toutes les douleurs de genoux qui proviendraient plus ou moins du bassin, de la hanche,
Par exemple, tu vois, si tu as un manque de force au niveau des fessiers, notamment du moyen fessier, du grand fessier, tu vois, qui vont te permettre d'avoir une bonne extension de la hanche et une bonne rotation externe, tu vois, que tu seras Ouais. bien maintenu en rotation externe. En fait, le fait d'avoir un manque de tonicité à ce niveau-là, du fait qu'on soit toujours assis, qu'on utilise les fessiers de moins en moins, tu vas avoir la hanche qui va avoir tendance à être plus en rotation interne. Et en fait, cette rotation interne au niveau de toute la cuisse, en fait, va faire que ça va mettre des pressions au niveau de genoux, surtout sur lorsque tu vas monter les escaliers, lorsque tu vas faire des squats. Tu vois, quelqu'un qui va faire beaucoup de squats, mais qui a très peu de force au niveau des fessiers, les genoux vont rentrer à l'intérieur. Parce qu'il manque cette force de fessier pour venir garder le genou aligné lors de la descente. Je vois le truc. Je trouve ça très intéressant. Je suis en train de creuser un petit peu le sujet là récemment sur ça, et que je pense qu'il y a pas mal de douleurs de genoux qui pourraient provenir d'un manque de force, de tonicité au niveau des fessiers, ce qui fait que ça décale un peu ça dévie l'articulation. Et t'imagines bien que si tu fais des squats, si tu lèves si tu grimpes les escaliers, et que ton genou il est pas dans l'axe, il est pas aligné à chaque fois que tu fais des flexions extensions, tu as ta rotule qui se désaligne, qui vient frotter, donc ça peut te créer des douleurs au niveau du devant du genou, tu vois, du tendon rotulien par exemple, ou même au niveau des ménisques, tu vois, t'imagines bien qu'il y a un des ménisques qui va prendre beaucoup plus d'usure que l'autre. Ah bah oui, complètement. C'est comme voilà le quadriceps, voilà, il y a 4 muscles dedans. Et pareil, ce vaste médial, il tire un peu trop. Voilà, tout ce qui est genou, rotule, ça va tirer un peu plus d'un côté, quoi. C'est pareil. Ça, c'est souvent ça au CrossFit, quoi. Même les chaussures, c'est pour ça que c'est important le matériel, quoi. Les chaussures de CrossFit, elles sont plus plates que les chaussures de course, de running et tout, quoi. Ça joue beaucoup, beaucoup. Et même, il y a différents types de chaussures. Il y en a qui sont plus plates pour ce type d'exercice, d'autres qui sont plus relevées pour l'haltérophilie. C'est pour ça que le matos, c'est super important. Ça peut te ramener des genoux dans l'axe directement. Et qu'est-ce que tu penses, toi, du rouleau ou des balles de massage, par exemple? Tu le recommandes souvent? Ouais, c'est génial, ça. Franchement, ça peut te libérer le dos. Ça peut, voilà, c'est fait surtout pour casser les petites fibroses musculaires. Si tu as travaillé beaucoup de squats et tout, c'est pas étiré, ça crée des petites fibroses au niveau musculaire et tu fais passer le rouleau dessus. Et voilà, ça casse un peu ces petites fibroses. Mais même pour le dos, tu le mets sous le dos et tu fais rouler dessus. Des fois, en expirant, voilà, ça lâche des vertèbres, des muscles, ça décontracte bien, quoi. C'est vachement utile. Moi, j'ai découvert ça, je crois que ça a commencé, c'était avec Christophe Cario, je sais pas si tu vois qui c'est. L'auteur du livre Un corps sans douleur, notamment, il a fait toute une gamme de livres sur les étirements, la prévention des blessures pour le sportif, etc. Et on va dire à partir de là, c'était un peu après les études que j'ai commencé à découvrir ça, et justement l'utilisation du rouleau, des balles d'automassage, les étirements, Okay. tout ça pour le sportif. Et alors si je pouvais l'avoir sur ce podcast, Christophe Cario, ça serait super, parce que j'ai vraiment un paquet de questions que j'aimerais lui poser. Et peut-être qu'on le voit, je trouve, on le voit pas assez sur les réseaux par rapport à toutes les connaissances qu'il a et à tout ce qu'il pourrait apporter en anti-blessure, même en performance. Après, il y en a plein qui font des trucs comme ça. C'est vrai que ouais, c'est vachement utile. L'après et l'avancée, c'est ultra important, le sport. D'ailleurs, ouais, je viens d'acheter une machine, moi, c'est l'Hypervolt, ça s'appelle, Hyperice. Et franchement, c'est un pistolet vibrateur, en fait. Bon, après, il y a plein de contrefaçons, hein, mais celle-là, franchement, c'est un kiné qui me l'avait conseillé et j'utilise sur tous les patients, quoi. Elle est géniale, quoi. Bon, il y a des zones, tu vois, que tu peux pas manipuler parce que le patient est trop tendu. Tu vas faire quoi? 4-5 minutes d'hypervolt, ça va relâcher les muscles et c'est parfait, quoi. Tu peux retravailler par derrière, quoi. Ok. Est-ce que toi-même tu as eu des blessures? Tout à l'heure tu m'as parlé de ta déchirure au quadriceps, sur le droit antérieur de la cuisse. Ouais, ça c'était au football, j'ai eu une petite déchirure au quadriceps et au CrossFit, ouais. Ce que j'ai eu, c'était des tendinites d'épaule, moi. Et ça, ouais, c'est pas top. Les petites tendinites, ça reste assez longtemps, quoi. Si tu les traites pas bien, assez pénible, quoi. Mais t'es pas assez échauffé avant. Pas assez échauffé et mouvement, j'avais privilégié, voilà, la force à la technique. C'est pour ça qu'après ça, je me suis dit, bon, technique à fond et je porte moins lourd, quoi. Est-ce que tu te souviens sur quel exercice en particulier et puis le muscle qui était concerné? Je crois que j'avais fait une échographie et j'avais 3 tendinites au niveau de l'épaule.
J'avais sus épineux, lambiceps et je sais plus trop ce qu'il y a, la troisième, mais il y en avait, elles n'étaient pas calcifiantes, donc ça allait. Mais ça, ouais, c'était surentraînement. Après, je faisais du crossfit, je faisais 5 à 6 fois par semaine, quoi. Ouais, je faisais 6 jours sur 7, quoi, du crossfit. Donc Comme quoi, ça, ouais. c'est pas parce qu'on est un ostéo ou quelqu'un qui traite finalement des sportifs que lorsque tu pratiques, c'est comme si t'étais deux personnes différentes, quoi. Exactement. Voilà, tu respectes pas ce qu'il faut faire avant et après, quoi. Pareil, je m'étirais pas. Maintenant, là, je m'étire. Voilà, j'utilise un petit peu la machine sur moi. Je fais des bons échauffements avant de commencer le CrossFit. Et après, bien sûr, il y a l'hygiène de vie, hein, derrière. Le CrossFit, c'est un sport que tu conseilles, toi, à quelqu'un qui aurait pas fait de sport là depuis des années là et qui aimerait commencer une activité. Ça fait longtemps qu'il voit les crossfitters un peu sur Instagram, tout ça là. Il se dit j'aimerais bien le faire. Est-ce que tu le conseillerais ou d'abord tu lui dirais de faire autre chose? Non, non. Franchement, il y a tout type de niveau en fait au CrossFit. Il y en a qui ont 60 ans, il y en a qui ont 12 ans, 10 ans, il y en a, il y a des plus courts, des plus maigres. Enfin, franchement, il y a de tout type. Est-ce que tu as des conseils toi pour un échauffement spécifique au CrossFit? Ça dépend des exos qu'il y a en fait au CrossFit, quoi. Pour ça, selon la séance type de CrossFit, c'est voilà, on va voir le tableau, ce qu'il y a comme exercice, et on va échauffer les zones, voilà, qu'on va le plus utiliser dans les exercices d'aujourd'hui, quoi. Par exemple, on va faire beaucoup de squats, ben on va les déverrouiller tout ce qui est hanches, genoux, chevilles. Voilà, on va faire beaucoup d'épaules, ben là on va les travailler mobilité et étirement des épaules, quoi. Est-ce que tu fais partie de ceux qui conseillent d'étirer avant l'exercice, après l'exercice ou à distance des séances d'entraînement? Ben, j'ai parlé avec un kiné et tu t'étires avant, après et le lendemain surtout. C'est pas le même type d'étirement en fait. C'est ça, Ouais. l'étirement avant, ça va être un étirement dynamique en fait. Tu vas aller travailler le muscle, tu vas faire étirer, relâcher, et ça va lui montrer ce que tu vas faire pendant la séance en gros. Si tu fais un étirement statique juste avant la séance, en fait, ça va étirer le muscle et il va plus pouvoir récupérer en contraction en fait. Tu vas perdre en performance. Donc ça, c'est surtout un étirement dynamique avant la séance et statique après. Tu peux t'étirer voilà pendant 5-10 minutes, voilà une demi-heure après la séance, mais surtout le lendemain quoi. Et tu t'étires. Ouais, j'avais vu exactement ces mêmes choses là, cette stratégie d'étirement. Ouais. On a appris ça en ostéopathie du sport, quoi, parce qu'en fait, après une séance de sport, ça crée des micro-déchirures au niveau musculaire, et si tu tires juste après, bah, ça va agrandir ces micro-déchirures et tu vas mettre plus longtemps à récupérer, quoi. Donc, faut attendre surtout le lendemain, voire voilà, 5-6 heures après, quand il n'y a plus ces micro-déchirures, pour t'étirer, quoi. Ok, tu conseillerais combien de temps toi d'étirer? Ça dépend de l'exercice que tu as fait, quoi. Tout dépend de ça, quoi. Après, moi, je dis le lendemain, c'est parfait, quoi. Comme ça, voilà, t'es sûr qu'il n'y a plus ces petites micro-déchirures normalement. Mais c'est surtout le lendemain qu'il faut s'étirer. Mais pareil, tu vois, le lendemain, tu fais ça le matin, pas le soir, parce que le soir, normalement, tu vas au sport et tu vas faire un étirement statique avant de faire ton sport. Donc, c'est surtout le matin. J'aimerais discuter un petit peu plus de ta vie professionnelle, si on peut dire. Je pense que ça peut intéresser du monde. Déjà, ça va en laisser pas mal rêveur. Donc, tu es ostéopathe et tu vis et tu travailles à Tahiti toute l'année. C'est quoi ton quotidien? Ta journée type, elle ressemblerait à quoi? Alors, journée type, ouais, je travaille surtout en demi-journée, moi, en fait. Là, en demi-journée, donc le matin, je me lève, soit je travaille le matin, soit je travaille le soir, pas l'après-midi. Et journée type, bah, je fais quoi? 4-5 consultes en demi-journée. Et après, bah, soit je vais au surf, soit je vais au CrossFit. Voilà, j'ai une demi-journée de libre, en fait, tous les jours, quoi. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Est-ce que c'est parce que au bout de plus d'une journée, tu penses que tu n'arriverais pas à être assez compétent, assez concentré, ou alors tu as envie d'être, ou alors de te libérer du temps à côté? C'est pourquoi? Ouais, ça me fatigue. Ça me fatiguerait de faire une journée entière. Bon, je pourrais le faire, hein, mais je rentrerai le soir et à la fin de la semaine, je serai épuisé, quoi. Et après, voilà, j'aimerais avoir du temps de libre. Comme ça, le lendemain, je reprends le boulot et je suis pas là à me dire, allez, encore une longue journée, quoi. Je me dis, ok, demi-journée, bon, ça va être cool. Et l'après-midi ou le matin, j'ai un peu de temps, quoi. Pour ceux qui se demandent un petit peu quel est le métier d'ostéopathe, comment ça se passe en réalité,
Est-ce que des fois, est-ce que c'est toujours différent? Toi, en tout cas, comment tu le vis? Parce que c'est toujours une expérience personnelle et un ressenti subjectif. Mais est-ce que chaque consultation est différente, chaque cas est complètement différent, ou tu retrouves des patterns, tu retrouves des mêmes choses, et de temps en temps, tu as l'impression que c'est un petit peu qu'il y a des redites, tu vois, en fonction des cas, en fonction des douleurs ou des blessures que tu vois. Comment tu dirais ça, toi? Franchement, on voit pratiquement tout le temps les mêmes symptômes, quoi. Ça va être lombalgie, dorsalgie, cervicalgie. Et voilà, c'est tout le temps musculaire, articulaire, musculaire, articulaire. Donc, dès que tu tombes sur des motifs, voilà, un peu différents, t'es content, quoi. Toi, t'aimerais avoir quoi? T'aimerais voir plus de quoi? Alors évidemment, on va pas souhaiter aux gens de se faire mal sur des zones différentes pour venir consulter et faire le bonheur des ostéopathes ou de tous les thérapeutes. Mais toi, qu'est-ce que t'aimerais voir plus, par exemple? Ça serait plus, voilà, des pathologies rares, hein. Bon, tout le monde aime bien ça. Enfin, nous deux, on aime bien. En tout cas, on était bons en sémiologie, donc nous, le diactif, voilà, c'est notre truc, quoi. Ah bah putain, je me souviens que quand on va faire un petit décrochage sur ça, parce que c'est ces anecdotes qui seront marrantes à raconter, en tout cas à se remémorer. Quand on révisait on révisait des cas cliniques pour les fins de cycle, notamment, c'était en 5e année, là, quand on passait le clinica théorique, on révisait, on partait dans des trucs, on se posait des questions de salaud, quoi. On voulait, c'est limite, on voulait même plus réviser. Quand on révisait ensemble, c'était même plus pour réviser, c'était juste pour aller piéger l'autre, quoi. Et même on aurait dit des bisous en cours. Tu te rappelles pas? Ah si, je m'en souviens. Hier, on était là. Alors, essaie de trouver le mot dans ce cours-là. Ah, je me rappelle, c'est la 4e page. Ouais, des fois, on parlait d'un signe, je sais plus, on avait une espèce de jeu, je crois, à un moment donné, où il y avait un symptôme, il y avait quelques symptômes, et il fallait retrouver la pathologie, ou alors il fallait retrouver un truc particulier. Et oui. Bon, c'était cool, hein. Ça nous a appris à bien réviser la sémiologie. C'est pour ça qu'on est au point là-dessus maintenant, quoi. Même je reparle avec mon autre collègue qui est ici, il me dit, mais t'es super bon en sémio, quoi. Je dis, bah ouais, j'ai appris en fait avec un collègue. Et franchement, ça a bien marché, quoi. Je voulais Dr House. Et pour la petite anecdote, il y a quelques jours ici, j'ai une collègue dans une clinique où je travaille qui a eu une patiente qui avait une douleur au niveau des... Ben, tu vois, je vais te la faire en direct live. Qui a une douleur à la respiration au niveau du thorax. Je sais plus si c'était gauche ou droite. C'était un jour où j'étais pas là, moi. J'étais pas dans la clinique. Donc c'est une femme, je crois 25-30 ans, quelque chose comme ça, qui arrive à la clinique, qui a une grosse douleur au niveau du thorax, mais vraiment une douleur très aiguë et presque urgente depuis quelques jours. Là, c'était vraiment très douloureux à l'inspiration. À l'inspiration et quand elle arrêtait de respirer, est-ce que ça faisait mal? Non, alors je sais plus exactement à l'inspiration ou pas à l'expiration, mais il se trouve que ma collègue décide de pas la prendre en charge parce qu'elle a jugé que la douleur était trop aiguë et qu'il fallait qu'elle aille... Exactement, elle a réorienté, elle a très bien fait, puisque cette femme est partie donc à l'hôpital et elle a appelé... ils lui ont passé une radio, je crois, ou alors je sais plus ce qu'ils lui ont fait, mais en tout cas elle est rentrée chez elle, et 3 jours après, elle est amenée en urgence à l'hôpital, elle est tombée inconsciente, je crois. Alors, j'essaie de me souvenir parce que moi on m'a relaté ça un petit peu comme ça. Et le seul truc pour te mettre peut-être sur la piste, c'est que elle prend la pilule et elle est du genre peut-être un peu stressée, un peu speed, tu vois. Ah bah elle a fait un angor ou... Alors elle a pas fait un angor parce qu'elle était trop jeune. Alors ils ont pensé à ça, je crois que c'est ça, hein. Ils ont pensé en premier lieu au truc cardiaque. Et bon, je dois pas avoir tous les signes en tête parce que je suis persuadé que ça te serait venu aussi. Je vais arrêter de faire du suspense. Ça m'est venu d'un coup et ça a été confirmé il y a quelques jours. Elle a fait une embolie pulmonaire. Ah ouais, ok. Et ce qui m'a vraiment mis sur la piste, c'est le fait qu'elle soit tombée inconsciente. Après, je crois qu'il y a eu une détresse respiratoire, il y a eu quelque chose comme ça. Honnêtement, je sais plus vraiment les signes parce que et une des premières questions que j'ai posées, et je me souviens d'un de nos profs, on va pas le citer, qui nous avait martelé la tête à un moment donné dans un cours de cardio pneumo, qui était pilule plus tabac est égal thrombus. Ah ouais, ok. Et alors, je savais pas si elle fumait.
Mais en tout cas, pilule, et j'ai de suite pensé à ça. J'ai de suite pensé à Thrombus, qui est sorti, qui est sorti de la circulation, Ouais, de la circulation j'ai sanguine et déplacé. qui est venu de se Voilà. localiser au niveau du poumon. Donc, non, typique ça. Et ça a fait une embolie pulmonaire alors. Ah bah ouais, bon après on n'a pas de nouvelles plus que ça, ou en tout cas j'en ai pas aujourd'hui. Ok, Mais, ok. mais ils ont appelé, c'est son mari qui a appelé à la clinique pour dire que ouais, elle avait fait une embolie pulmonaire. Donc j'imagine qu'ils lui ont mis sous anti... je sais plus comment on appelle ça, pour déboucher le thrombus quoi. Antithrombolytique. Ouais, tout simplement. Pareil, tu vois, Signe, tu vois, il avait une douleur depuis longtemps. Il a une douleur, tu vois, dans le dos et au niveau sous les côtes à droite, tu vois. Donc là, déjà, tu te dis, bon, sous les côtes à droite, bon, il y a le foie, tu vois. Donc, je lui ai fait inspirer, expirer. Je lui ai dit, arrête de respirer, tu bloques ta respiration. Est-ce que tu as mal? Il me dit, ouais, j'ai mal aussi quand je respire pas. Je dis, bon, c'est pas les côtes. Et je lui ai fait, typique, le point là qu'il faut appuyer au niveau du foie. Et là, une douleur vive. Et pareil, pour soulager, il se met en chien de fusil. Donc là, direct, j'ai réorienté, quoi. Et alors, est-ce que tu as des nouvelles depuis? Pas du tout. Aucune nouvelle. Je lui avais dit direct, tu vas voir ce médecin. J'ai appelé le médecin pour lui dire que voilà, mon patient, il allait venir passer cet après-midi. Il était jeune, hein, c'était un jeune patient, mais je crois qu'il est même pas allé le voir. J'ai essayé de lui envoyer un message au patient pour lui dire d'aller confirmer le rendez-vous. Je crois pas qu'il y est allé, quoi. Et pareil, voilà, on n'espère pas le pire, mais voilà, on pense au pire, quoi. Donc c'est pour ça qu'on préfère, moi je lui ai fait une petite séance, voilà, de 5-10 minutes, je lui ai regardé les symptômes et j'ai réorienté direct chez le médecin, quoi. Après là, il faire quoi, une écho pour, voilà, enlever direct, voilà, une lithiase, voilà, un problème de foie, quoi. S'il y a des étudiants en ostéopathie qui nous écoutent là, il faut pas qu'ils prennent peur, hein, ce genre de truc ça arrive rarement, en pourcentage en tout cas. Moi je veux dire, je peux le compter sur les doigts d'une main, hein, de ce genre d'anecdote. Pareil. Je sais pas toi. Réorienté, ouais, j'en ai dû orienter 3 ou 4, c'est tout, quoi. Et tu travailles depuis 3 ans, ouais. 3 ans, j'ai dû en réorienter 2 ou 3. Et pour ceux qui aimeraient travailler avec des sportifs ou avec une équipe de sport, comment t'as fait toi pour pour avoir un partenariat avec le CrossFit? Et tu m'avais dit aussi que tu travaillais avec une équipe. Avec l'équipe de foot, en fait, j'ai commencé, mais ils n'avaient pas assez de budget. Donc, ils ont dû arrêter, quoi. Donc ça, c'était pas terrible, mais avec le partenaire du CrossFit, vu que j'ai fait du CrossFit, je lui ai proposé mes services. Il a dit, bah ok, nickel, voilà, on fait un partenariat, tac, tac, avec une petite affiche dans la salle de CrossFit. Et voilà, les athlètes qui voulaient venir me voir, il y avait un prix réduit si tu étais partenaire de la salle, quoi. Ouais, c'est pas la salle qui te payait, c'était les adhérents qui avaient un tarif préférentiel. Voilà, exactement. Quel conseil tu donnerais toi à quelqu'un qui voudrait démarcher soit une équipe, soit une salle, ou travailler avec des sportifs particuliers? Aller directement sur place et proposer les services, hein. Et s'ils sont d'accord, ben normalement ça se fait directement, hein. Et après, comment tu fais parler de ça? Avoir le partenariat qui est plus ou moins officieux, qui est entendu, c'est une chose, mais ensuite il faut que ça arrive petit à petit aux oreilles des adhérents et qu'ils arrivent à trouver le bénéfice, quoi. Ah oui, il faut que tu fasses toi-même le communiqué interne. Tu vas voir pendant les sessions d'entraînement, bah tu viens voir, il y a le coach qui va te présenter, ah voilà l'ostéopathe, tac tac. Et ça se fait facilement, hein. Quoi, c'est bon, après à Tahiti, tout le monde se connaît, hein. C'est une petite île. Donc il y a pas mal de ah oui, je connais machin qui connaît tac, et voilà. Ça se fait comme ça, hein. Une des dernières questions que j'avais, surtout sur ça, toi tu es ostéopathe donc pour ce club de CrossFit et en même temps tu t'y entraînes. Voilà, exactement. Et est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent aberrantes dans cette salle et que tu aimerais qu'ils changent en tant que, tu vois, si tu remets ton costume de thérapeute, tu vois, de mec de la santé, est-ce qu'il y a des choses que tu vois, tu te dis putain mais ça va pas du tout, ça... Alors évidemment ça va pas dans le sens de ton entreprise on va dire, parce que si tout se passe bien, que plus personne se blesse, que plus personne n'a de douleur, toi t'as plus de crossfitters, mais est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent aberrantes? Il y avait 2 trucs, c'était l'étirement. Il faisait beaucoup d'étirements statiques avant de faire la séance, en fait. Et ça, j'étais là, je lui ai parlé un petit peu au coach, je lui ai dit, ouais, j'ai essayé de faire plus des étirements dynamiques et tout, quoi. Donc ça, maintenant, il est passé plus sur des étirements dynamiques. Et il y avait un autre truc, c'est qu'il privilégiait la force à la technique. Parce
qu'il privilégiait, il te poussait à porter toujours plus lourd et tu te blessais, quoi. Écoute, pour terminer chaque épisode du podcast, j'aime bien poser 3 petites questions. Vas-y. La première question, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui commencerait pour le coup le sport ou le crossfit et qui n'y connaît rien, qui connaît pas grand-chose dans ce milieu-là? N'abandonne pas au premier cours, quoi. Essaye d'en faire 10 au moins minimum. Parce que souvent, c'est que de l'haltéro ou c'est que de la gym. Donc souvent, tu te dis, j'aime pas l'haltéro et poum, ça tombe sur de l'haltéro. Donc faut au moins faire 10 séances de crossfit pour dire si tu aimes ou pas. Souvent, il y en a qui font une séance, ils disent, c'est nul, j'ai fait que de l'haltéro. Je dis, ouais, mais t'inquiète, demain, ça se trouve, ça va être la gym et ils préfèrent la gym. Donc c'est vraiment sur 10 séances que tu peux, voilà, même un mois, tu peux voir que si tu aimes ou pas le crossfit, quoi. Deuxième question, tu dirais quoi à quelqu'un qui vient de se blesser ou en tout cas qui présente une douleur juste en sortant pendant l'entraînement ou en sortant de l'entraînement, il connaît pas la santé, il est pas ostéo, il y connaît rien. En fait, boum, il a mal, il a un truc qui s'est passé. Tu lui dirais quoi en premier? Repos et tu glaces, quoi. Repos et glace, directement, je dis ça, quoi. Pas continuer à t'entraîner et tout, tu te reposes et tu glaces la zone, quoi. Troisième question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué que tu recommandes souvent, toi? Il me semble qu'il s'appelle L'ostéopathie du sport, ce que j'avais pris à Bordeaux avec la formation, et franchement, il est top, hein. Ça te met chaque sport avec les blessures que tu peux avoir et les techniques qu'il faut faire pour les traiter, et franchement, il est bien, quoi. Avec une préface de Laurent Blanc, il est top, quoi. J'irai regarder parce que ça m'intéresse également. Ouais, je suis un petit peu plus spécialisé, on va dire, ou en tout cas j'ai une plus grande affinité pour les douleurs qui sont dues à la pratique de la musculation. Le crossfit, je connais pas trop, mais tout ce qui est musculation, entraînement physique, j'ai une petite affinité pour ça. Ouais. Mais je m'intéresse de plus en plus à d'autres sports. Alors le problème, c'est qu'il y en a énormément. Il y aurait presque chaque sport a ses types de blessures. Alors c'est assez difficile de tout voir. Ce livre est pas mal. Ok, j'irai regarder. Et également, je laisserai la référence dans les notes de l'épisode pour ceux qui voudront aller voir. Si on veut te suivre, qu'on veut te poser des questions, te contacter, où c'est qu'on peut te retrouver sur le web? J'ai une page Facebook, quoi. Je réponds directement là-dessus, quoi. Sur Facebook, on m'envoie un petit messenger et on me demande, voilà, on me pose souvent des petites questions, quoi. À Tahiti, il y a pas mal de patients qui me posent des petites questions. Très bien, je laisserai tout ça dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter ou un message à faire passer avant qu'on termine? Pas spécialement. Continuez à faire du sport. L'activité, c'est important, quoi. Juste ça. Bouger. Exactement, bouger. Bah écoute, je te remercie d'être passé sur le podcast et puis je te dis à très bientôt pour peut-être un prochain épisode. Ça marche, pas de souci, Jérôme. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez laisser une évaluation 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, c'est ce qui aide le mieux à référencer le podcast et c'est ce qui me fait le plus plaisir, évidemment. Je suis persuadé que vous avez tous envie de me faire plaisir. Si vous avez apprécié spécifiquement cet épisode avec Thomas, vous pouvez bien sûr le transmettre directement à un ami. Si vous avez quelqu'un qui est autour de vous, qui est dans la santé, qui est ostéopathe, qui est médecin, kiné, entraîneur sportif, peu importe, vous pouvez lui faire découvrir cet épisode. Peut-être qu'il apprendra des choses, peut-être pas, peut-être qu'il passera un bon moment, on l'espère. Pour recevoir le prochain épisode du podcast, inscrivez-vous à biomechaniquepodcast.com/lettres, à la lettre biomécanique. Le lien se trouve dans les notes du podcast, je suis sûr que vous êtes très dégourdi et que vous allez finir par trouver. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que je vais bientôt monter le prochain épisode. Je dévoile pas mon prochain invité, mais on a beaucoup parlé de formation pour devenir entraîneur sportif, pour devenir coach, préparateur physique, etc. J'en dis pas plus, je vous laisse sur ce magnifique suspense. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Biomécanique.